Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci pour votre fidélité, merci de nous suivre, merci de nous réclamer. Vous nous sollicitez régulièrement pour organiser des débats, pour vous éclairer la lanterne, pour casser les tabous, pour révéler les non-dits, parce que malheureusement en Algérie aujourd'hui, le discours médiatique est extrêmement médiocre et pauvre, et la liberté d'expression, elle est totalement absente. Ça nous fait plaisir de vous accompagner, de vous donner un peu d'espoir avec tous les peu de moyens que nous avons. Justement, aujourd'hui, j'ai un invité exceptionnel et je pèse mes mots. Nous allons recevoir aujourd'hui, nous avons eu le plaisir et l'immense honneur de recevoir aujourd'hui notre cher confrère Mohamed Sifawi. C'est l'un des visages médiatiques, je le disais tout à l'heure, algériens les plus connus de la presse française, de la presse francophone maintenant, je dirais même, auteur de 26 livres, alors que je pensais au départ que c'était une quinzaine de livres. Merci beaucoup de nous avoir corrigé, mon cher Sifawi, Mohamed. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et merci beaucoup d'avoir accepté de débattre avec nous aujourd'hui de tous les sujets tabous et complexes qui alimentent aujourd'hui les crises diplomatiques et politiques entre l'Algérie et la France. D'abord, merci de l'invitation. Moi, j'apprécie beaucoup ce que vous faites, même si je ne suis pas toujours d'accord, parce que vous êtes un agitateur qui est important dans cette, je dirais, le dictat ou la chape de plomb qui est mise sur l'Algérie. Que l'on soit d'accord ou pas avec vous, vous avez été courageux de dénoncer ce qu'il fallait dénoncer, en tout cas dire votre point de vue. Moi, j'ai toujours défendu l'idée que chacun a le droit d'exprimer son point de vue. C'est une chose qui, malheureusement, n'est pas partagée par tous les Algériens aujourd'hui. Je pense qu'ils ont tort. Et je vais peut-être expliquer pourquoi. Et évidemment, j'ai été extrêmement solidaire et totalement solidaire quand vous avez été condamné injustement, et de façon à la fois arbitraire, mais ça raconte tout du système algérien. Un journaliste condamné à mort pour ses opinions, on ne voit ça. Enfin, moi, je pensais que seule la Corée du Nord ou l'Union soviétique stalinienne ou alors l'Irak de Saddam Hussein pouvaient nous montrer ce type d'attitude. Là, aujourd'hui, ce sont des attitudes qu'on voit chez le pouvoir algérien. Et moi, à la place de tous les Algériens, je serais inquiet. Parce que ce qui peut arriver aujourd'hui à un journaliste ou un écrivain peut arriver à n'importe quel citoyen. Je le dis parce que je regarde les réseaux sociaux et je vois parfois des gens se réjouir d'une condamnation, d'une arrestation de Boualem Sansal. Peut-être on va en parler, qu'on soit d'accord ou pas avec lui. Mais voilà, donc merci de me donner cette occasion de m'exprimer à travers un média, parce que vous êtes un média qui est regardé par des Algériens. Justement, parce qu'on vous voit souvent sur les médias français, nous avons pensé qu'il était essentiel que vous soyez écoutés et qu'on puisse débattre avec vous pour que les Algériennes et les Algériens, à la fois de France et d'Algérie, essayent au moins de comprendre les gros enjeux de la crise actuelle. Alors, d'abord, une première question. Cher confrère, est-ce qu'elle était prévisible, cette crise entre Alger et Paris? Est-ce que vous, par exemple, de votre position, de votre point de vue, après tant d'années de travail, je rappelle juste que vous avez écrit beaucoup de livres sur l'Algérie, vous êtes l'un des spécialistes les plus respectés, en tout cas les plus consultés de France en matière de lutte contre l'islamisme, en information sécuritaire, sur la lutte contre le terrorisme. Et on pensait que l'Algérie et la France, c'était quand même quelque chose qui les unissait pour toujours. Cette idée-là, que même si le système algérien est une dictature, mais il y avait cet héritage de lutte contre l'islamisme, de lutte contre le terrorisme, et cet héritage sécuritaire qui a fait du régime algérien l'un des régimes les pionniers, quand même, qu'on le veuille ou non, de lutte contre l'islamisme radical et armé. Mais aujourd'hui, on a l'impression que même sur ce registre, le divorce commence à être consommé entre l'Algérie et la France. Est-ce que cette crise, elle est historique, elle est inédite, est-ce qu'elle risque de durer longtemps? Je pense qu'on a été nombreux à se tromper sur la nature du pouvoir algérien. J'y reviendrai. Et puisque vous me posez la question, je vais répondre en toute franchise. Moi, j'ai eu l'occasion d'avoir des échanges avec de hauts responsables français, je ne vais pas citer leur nom, et à chaque fois, j'avais un vrai désaccord avec eux. Sur le fait que
la confiance, d'une certaine façon, qu'ils accordaient au pouvoir algérien était injustifiée. Alors je le dis à ceux qui pensent que, vous savez, toute la ritournelle habituelle, Hizb Faransa, Harki, travaille avec la France, etc. Moi, je tiens à le préciser. Et je le dis toujours avec, presque avec le sourire, mais avec tout le sérieux qu'exige le sujet. Depuis que je suis en France, jamais un responsable français ne m'a incité à dire du mal de l'Algérie. Et vous êtes là depuis longtemps. Depuis que je suis en France, ça veut dire depuis 26 ans que je n'ai plus remis les pieds en Algérie. Je le dis, jamais un responsable français ne m'a incité ou ne m'a dicté à dire du mal de l'Algérie ou du pouvoir algérien. C'est le contraire. Ça fait 26 ans que j'incite les médias français et le pouvoir politique français à penser du mal du pouvoir algérien. Pas des Algériens, du pouvoir algérien. Donc ce n'est pas, en fait, eux qui m'incitent à penser mal ou à dire du mal du pouvoir algérien, c'est moi qui les incite à dire du mal de ce régime. Ce régime qui est néfaste pour les Algériens d'abord. On voit, depuis 1962, ce que ce régime a fait de l'Algérie. En termes de potentiel, l'Algérie est normalement un pays qui doit être leader dans tous les domaines si on devait voir à la fois ses richesses du sous-sol, sa démographie, la jeunesse de sa société, le potentiel, la dynamique, la mentalité initiale, qui parfois n'existe plus aujourd'hui parce que tout a été brisé par un système qui a joué l'abrutissement des masses, par le populisme, la démagogie, l'islamisme, etc. Donc je crois que beaucoup se trompent. Et l'une des raisons qui m'a amené à dire à tous ces responsables français qui, depuis le début des années 2000, je n'ai eu de cesse de rencontrer et avec lesquels j'ai échangé, j'ai tenu à rappeler une chose, c'est de dire ce pouvoir n'est pas sérieux. Le pouvoir algérien, ce n'est pas des gens sérieux. Ce n'est pas des gens fiables. Emmanuel Macron, pour prendre le dernier président, a ses défauts. Mais il a eu tort de faire confiance à Abdelmadjid Tebboune, de mon point de vue. Il a joué le jeu de la question mémorielle jusqu'au bout. Il a été dans sa logique. Il a testé, finalement. Et c'est la raison pour laquelle il y a eu ce revirement de la position diplomatique française. C'est parce qu'à un moment donné, ils se sont rendus compte, passez-moi l'expression, que les Algériens, je parle du pouvoir algérien, se foutaient de leur gueule. Comme on dit en derja algérienne. Et vous savez, c'est toujours vexant pour quelqu'un qui vous fait confiance et vous vous rendez compte qu'il est en train de se foutre de votre gueule. Et à force... Justement, à quel moment, chers confrères, à quel moment Emmanuel Macron se serait rendu compte que Tebboune se foutrait de sa gueule, entre guillemets? Parce que je rappelle quand même que la France a invité Abdelmadjid Tebboune à venir à Paris, qu'elle l'avait invité même à 2 mois de la fin de son mandat présidentiel. C'était en 2020. Ça a été interprété comme un soutien pour le deuxième mandat. Ça a fait polémique. La France, officiellement, ne s'est jamais expliquée là-dessus, même si elle a été critiquée. Ensuite, l'invitation a été relancée. Et jusqu'au dernier moment, Macron, on l'a vu lors du sommet de G7 en Italie, des accolades, un rapport très chaleureux avec Tebboune. Il aurait même prévenu, quelques jours avant, qu'il allait reconnaître la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Donc, il a fait mieux, il lui a lu la lettre. Il lui a lu la lettre. Je peux vous certifier qu'il lui a lu lors d'un entretien en tête-à-tête, il lui a lu la lettre qu'il allait rendre publique le 30 juillet 2024. Donc il a joué la totale transparence. Mais il faut revenir un peu avant. D'abord, les Algériens réclamaient sur des questions mémorielles des gestes de la part de la France. Quand on regarde Emmanuel Macron, il a pris des positions qui lui ont été d'ailleurs défavorables dans le débat franco-français et évidemment les reproches qui lui ont été faits, notamment par l'extrême droite, une partie de la droite, etc., sur des positions qu'il a exprimées et qui ont fait plaisir aux Algériens. Ensuite, il y a eu des positions qu'il a exprimées sur des assassinats extrajudiciaires, l'Arbi ibn Mehdi, Ali Boumendjel, etc., les cas de torture. Il a cité tout ça.
on ne peut pas dire que Emmanuel Macron, et comme dirait l'autre, Dieu seul sait que je ne suis parti ni de ses amis, ni de ses soutiens. Et je suis plutôt très critique quand il faut le critiquer. Et il faut reconnaître qu'il a joué le jeu jusqu'au bout. Mais il a vraiment lu cette lettre? Je vous assure qu'il lui a lu la lettre. La dernière fois ils se sont rencontrés, donc il a dû... En Italie. En Italie, lors du sommet du G7. Oui. Ce jour-là où ils sont restés longtemps ensemble, Emmanuel Macron avait déjà préparé la lettre pour... C'est pas un scoop. Oui, d'ailleurs, Tebboune le dit qu'on avons été prévenus. Il lui a dit qu'on s'est rencontrés. Oui, voilà, mais Tebboune le dit que je lui ai dit en Italie que vous allez nous perdre et vous n'allez rien gagner, etc. Exactement. Mais de là à lui lire la lettre... Il lui a lu la lettre. Je peux vous certifier qu'il lui a lu la lettre. Alors, qu'est-ce qui explique ce vrai virement? Pourquoi Macron l'Algérien est devenu, du jour au lendemain, Macron le Marocain? Mais je pense qu'il faut lire les événements de façon un peu plus... Il faut prendre un peu de recul. D'abord, je considère que les relations algéro-françaises ou franco-algériennes, on les place comme on veut, sont des relations malsaines. Je le dis aux Français. La France officielle n'a jamais été claire dans la construction de relations avec l'Algérie. Et l'Algérie n'a jamais été claire. Alors je vais décrypter ce que je veux dire. Quand d'un côté, vous savez qu'il y a des responsables français qui ont été compris corrompus par le pouvoir algérien. Je ne vais pas citer le nom parce que je ne veux pas m'exposer à des polémiques inutiles. Quand vous savez que le pouvoir français a rendu service à des caciques du régime algérien, au final, le cocu dans l'affaire, c'est le peuple. Les deux peuples. C'est les deux peuples qui sont instrumentalisés par, d'un côté, un discours qui laisse croire qu'il y aurait des relations d'État à État, alors que c'est des relations anormales, et de l'autre côté, il y a un discours résolument anti-français. Qu'est-ce qui a hérité Emmanuel Macron? C'est que d'un côté, vous aviez un pouvoir algérien qui demandait à la France des gestes, la France remplissait sa part de contrat, c'est-à-dire Emmanuel Macron a fait les gestes qui lui ont été demandés, et de l'autre côté, le lendemain, il retrouvait des déclarations ultranationalistes dans lesquelles la France est citée en des termes extrêmement insultants, vexatoires, avec des décisions qui parfois... et des graves accusations. Et des graves accusations. Le 7 décembre 2024, les autorités algériennes, à travers un documentaire officiel, ont accusé la DGSE de former des groupes armés. Là, on est déjà dans une crise qui est déjà amorcée. Voilà, amorcée. Et il faut prendre vous parlez du préalable, voilà. Bien avant. C'est-à-dire que pendant plusieurs années, il faut voir l'échec diplomatique d'Abdelmadjid Tebboune. La séquence Macron commence par un candidat qui va en Algérie et qui dit que la colonisation est un crime contre l'humanité. Ce qu'aucun candidat, aucun président, me semble-t-il, n'a dit. D'accord ? Comment on arrive de cette séquence-là, c'est-à-dire un candidat à la présidentielle qui est prêt à faire tous les gestes à l'égard des Algériens, à un président plutôt qui va renverser la table et qui va toucher un point sensible dans le système algérien, c'est-à-dire la question de la marocanité du Sahara occidental. Justement, avant d'en arriver là, vous avez dit tout à l'heure que la France a rempli sa part du contrat. Je vais me faire l'avocat du diable quand même, pour reproduire quand même parce que voilà, avec toute on se doit d'être objectif et quand même parce que les dirigeants algériens ont fait valoir des arguments. Abdelmadjid Tebboune a fait valoir certains arguments. Sur l'histoire, par exemple, de la restitution des crânes, sur l'histoire de la restitution de certaines pièces et pièces de l'émir Abdelkader. Benjamin Stora a même confirmé, lors de ses dernières sorties médiatiques, quelques informations ou quelques données révélées par Abdelmadjid Tebboune. Sur l'histoire de la dette des algérienne à l'égard des hôpitaux français, Abdelmadjid Tebboune a tenu quand même des propos que nous avons vérifiés et qui se sont avérés réels, vrais. Est-ce que la France, la montée de l'extrême droite, par exemple, le fait d'avoir un ministre comme Bruno Retailleau, qui est très offensif, le fait d'avoir une extrême droite qui est devenue le premier parti de France, les attaques contre les accords de 1968, etc., etc., tout le récit médiatique français autour de la question des migrants et des immigrés algériens, est-ce que le régime algérien n'a pas le droit de le sentir comme une agression, comme une menace et comme une remise en cause de ses intérêts et des intérêts du pays et ou de la communauté algérienne en France?
Les Algériens ont un très bon proverbe. Vous savez, ça fait très longtemps que je ne suis pas rentré en Algérie, mais je suis très imprégné. Et je suis algérien aussi jusqu'au bout des doigts. Ouais. Et personne ne peut le nier. C'est-à-dire que, en gros, c'est une mentalité très algérienne de ce système-là qui va créer les conditions. Encore une fois, j'ai posé une question et je pose une question à tous ceux qui vont regarder cet échange. C'est comment commence une séquence diplomatique avec un candidat à la présidentielle de la République française qui est dans un état d'esprit extrêmement positif, qui fait plus que ce qu'on lui demande d'ailleurs, qui va jusqu'à qualifier la colonisation de crime contre l'humanité, à un président qui tourne le dos au pouvoir algérien. Il faut se poser la question. Emmanuel Macron a beaucoup de défauts, mais vraiment, plus qu'on croit, mais c'est quelqu'un qui... Est-ce que ce n'est pas la pression de l'extrême droite? Absolument. Est-ce que ce n'est pas les défaites lors des élections européennes, comme le laisse entendre Abdelmajid Tebboune, comme beaucoup d'observateurs, beaucoup de dirigeants algériens? Moi, je parle avec beaucoup de sources algériennes et ils me disent clairement qu'Emmanuel Macron n'a plus le pouvoir en France. C'est un président en sursis, que les lobbies pro-marocains, pro-israéliens, anti-immigration, nostalgiques de l'Algérie française, sont en train d'arriver au pouvoir en France et que la fin de règne d'Emmanuel Macron, d'ailleurs, si on le remarque bien, chers confrères, le pouvoir algérien n'attaque pas Emmanuel Macron. Il attaque Bruno Retailleau, il attaque Marine Le Pen, il attaque Iris Ciotti, il attaque Jordan Bardella, mais aucune attaque contre Emmanuel Macron. Mais déjà, il y a un problème, parce que on ne mélange pas tout. L'extrême droite est ce qu'elle est. On la connaît. Moi, je la combats, je l'ai toujours combattue, je l'ai toujours dénoncée. Mais Bruno Retailleau, par exemple, c'est quelqu'un qui n'a pas une hostilité envers les Algériens. C'est faux. Il est dans son rôle. Il est dans son rôle de ministre de l'Intérieur qui défend les intérêts de son pays. Le problème, c'est que le problème du pouvoir algérien, c'est qu'il s'est habitué à avoir une attitude vexatoire à l'égard de la France en instrumentalisant la mémoire, en instrumentalisant la... Je vous donne un exemple très précis pour dire la lâcheté de ce pouvoir. On pense qu'on veut de la question de la marocanité du Sahara occidental. On pense qu'elle veut... Chacun a son avis. Je pense, mon avis, puisque je vais le dire, moi je pense que l'Algérie a que trop instrumentalisé cette histoire. Et que, étant donné que ni le Maroc ni l'Algérie ne vont déménager, ça je crois qu'il y a quelqu'un qui l'a dit déjà, un régime algérien sage et, je dirais, avec un peu de jugeote, aurait tout intérêt à avoir des relations normalisées avec ses voisins, tous ses voisins. Il faut se poser la question pourquoi aujourd'hui l'Algérie a un problème avec le Maroc, avec la Mauritanie, avec le Niger, avec le Mali, avec la Libye. Il n'y a que finalement ce pauvre populiste de Kais Saïd en Tunisie qui arrive à leur trouver un quelconque intérêt, et pour cause. Sur la marocanité du Sahara occidental. Justement. Sur la marocanité du Sahara occidental. Voilà, non, mais il faut juste rappeler les choses. Il y a un fait aussi. Il y a un type qui est revenu aux affaires, ouais. un type, qui est un président des États-Unis d'Amérique, Donald Trump. Ouais. Et avant tout le monde, il a reconnu la marocanité du Sahara occidental. Je ne crois pas que l'ambassadeur d'Algérie à Washington a été rappelé d'urgence. L'ambassadrice des États-Unis à Alger circule comme bon lui semble et elle est totalement libre de ses mouvements. Je ne crois pas que n'importe quel ambassadeur des États-Unis ait été convoqué avec des coups de bâton par la diplomatie algérienne, ou je n'ai pas souvenance qu'Abdelmajid Tebboune a fait une table ronde ou une conférence de presse pour dire tout le mal qu'il pense des États-Unis et de Donald Trump. Donc il y a déjà une attitude à géométrie variable. C'est pour ça que je dis... Elle s'explique par quoi, justement? Par les relations malsaines qui sont installées avec la France depuis le départ. C'est-à-dire que l'Algérie, son système de gouvernance, comme on le sait, c'est un régime qui n'a aucune légitimité démocratique. Depuis 1962, ce régime, qui est le même, qui s'est régénéré, n'a aucune légitimité démocratique. Il s'est construit sur ce qu'on appelle une légitimité historique. On connaît l'histoire, on ne va pas la refaire. Entre guillemets, les vrais ou faux maquisards, on s'en fout, qui ont pris le pouvoir,
ont considéré qu'ils avaient droit de gouverner ou de diriger le pays, même s'ils n'avaient le plus souvent ni les compétences, ni la légitimité, ni la capacité intellectuelle pour le faire. Ils ont parfois gardé le pouvoir jusqu'à 75, 80, 85 ans, à vie, etc., jusqu'à ce qu'ils soient chassés par leurs propres congénères ou leurs propres complices. On connaît l'histoire. Bouteflika, c'est ce qu'il a fait, c'est ce qu'il a subi. Avant il est venu pour 2 mandats et il a changé la Constitution pour avoir finalement une présidence à vie, etc. Et donc, ces gens qui n'ont aucune légitimité démocratique ont besoin d'asseoir, à travers un discours démagogique et populiste, l'Arabia, الشعبوية ou الشعبوية pour le populisme ou démagogie pour la démagogie. Donc, ce discours populiste et démagogique a commencé avec Ahmed Ben Bella et il continue à ce jour avec Abdelmajid Tebboune. Et quelle est la cible principale, évidemment, d'un régime qui s'est construit autour de cette fausse légitimité historique? C'est la France. Vous savez, Et pourtant, Mohamed, il n'y avait pas autant, il n'y avait pas une aussi grave crise, auparavant que l'Algérie. Oui, et la France. mais pourquoi? Parce qu'il y avait un régime. Puisque c'est le même discours, c'est le même régime. Il y avait un Pourquoi régime. Avant, ça se passait mieux. Parce qu'il y a une chose qui a changé. Avant, il y avait un problème de légitimité démocratique. Le pouvoir de Ben Bella n'était pas légitime démocratiquement. Celui de Boumediene n'était pas légitime démocratiquement. Celui de Chadli n'était pas légitime démocratiquement. Le pauvre Boudiaf, on ne va pas en parler, on connaît dans quelles conditions il est arrivé, dans quelles conditions il est parti. Le régime de Zarouel de Ali Kafi n'était pas légitime. Le régime de Zarouel n'était pas légitime. Le régime de Bouteflika n'était pas légitime. Et ce régime-là de Tebboune n'est pas légitime. Et donc, ce régime qui n'a jamais été légitime a construit, encore une fois, toute sa rhétorique autour d'une dénonciation constante ou d'une instrumentalisation constante du système colonial. C'est comme si la France n'avait aucune le pouvoir français n'avait aucune légitimité et qu'il continuait, 45 ans après la libération, à construire un discours contre l'Allemagne nazie, contre le maréchal Pétain. Avant, ça marchait, aujourd'hui, ça ne marche plus. Non, l'instrumentalisation ce qui a changé, l'instrumentalisation, d'abord, plus on s'éloigne de la date de l'indépendance. L'Algérie est indépendante depuis 1962. Il y a des pays qui ont été indépendants bien plus tard ou qui, en peu de temps, ont construit un véritable État, une véritable nation, etc. L'Algérie a réussi des choses. Réussi à construire des institutions, une administration, etc. Mais elle a dilapidé plus qu'elle n'a construit. Mais parmi les choses qui se sont aggravées, c'est qu'à l'illégitimité du pouvoir, à la corruption du pouvoir, s'est rajoutée la médiocrité. C'est qu'avant, il y avait des diplomates qui avaient une certaine carrure, un certain savoir-faire. Avant, il y avait aussi une cohérence dans le système de gouvernance. Aujourd'hui, c'est quoi? C'est comme si c'était Jamaat Tarabandou de la politique qui sont venus aux affaires. Il faut rappeler une chose, c'est qu'Abdelmajid Tebboune, in fine, n'était qu'un petit sous-préfet qui a fait son petit bonhomme de chemin dans l'administration algérienne. Il n'était pas prédestiné à être président. Il a été président presque par accident. Il n'est pas calibré pour le poste, qu'il le veuille ou pas. Ça, les Français ne le savaient pas au début. Bien sûr qu'ils le savaient. Ce que nous, il nous étonne, parce que, par exemple, ce discours, beaucoup de ces vérités-là, nous les avons, nous, assénées depuis 5 ans. Et pourtant, quand je vois comment Emmanuel Macron traitait ce régime que vous qualifiez de médiocre, lui, il les qualifiait de courageux. Il disait qu'Abdelmajid Tebboune était courageux, qu'il était mon ami, que je voulais construire une relation spéciale avec l'Algérie, que c'était l'Algérie jour et nuit, il est parti à Oran, etc. Je rappelle sur le marocanisme Sahara occidental un détail important, Mohamed. C'est qu'en août 2022, dans la fameuse déclaration d'Alger, Emmanuel Macron s'était engagé à ce que la France demeure neutre et à ce que la France demeure respectueuse de l'engagement de l'Organisation des Nations Unies, à savoir on considère le Sahara occidental comme étant un territoire encore non autonome à décoloniser.
Donc, est-ce que Macron n'est pas aussi responsable de cette crise, puisqu'il a trop donné d'espoir, il a adopté énormément le régime algérien, il lui a menti, et le régime algérien s'énerve aujourd'hui, il est déçu, il fait une crise de déception, parce que Macron lui a menti. Est-ce que c'est pas ça aussi la vérité? Mais moi, ce que j'observe, en mon modeste niveau, bien sûr, c'est pour ça que j'ai commencé par dire les relations sont malsaines. Il y a une crise passionnelle. Entre Macron et Tebboune, c'est comme si c'était l'histoire d'un couple. Dans un couple, il y a un qui a trahi l'autre. Et donc, il y a une sorte de haine qui s'est transformée véritablement en affaire personnelle. C'est que, dans un cas, il y a un qui est plus immature que l'autre. Lequel? Eh ben, à votre avis, lequel? Ah ben, pour moi, c'est Abdelmadjid Tebboune qui est le plus... Vous savez, les Français ont toujours... Abdelmadjid Tebboune a tort de se sentir trahi par Macron? C'est pas qu'il a tort de ne pas réagir comme un homme d'État. Il a tort de ne pas avoir la froideur et le sang-froid qui doit caractériser un homme d'État. Quand on dirige un État, moi, avec ma toute petite expérience, encore une fois, d'observateur, on doit être un animal froid. Cette roublardise type Mouhbab El-Oued, je convoque 3-4 journalistes et je leur parle comme un barbeau, comme on disait avant, juste pour viriliser un peu le discours, parce qu'il sait que la galerie, elle aime ça. Ça ne marche plus et on est dans des affaires de relations internationales. Il faut être un minimum sérieux. Quand vous avez une diaspora algérienne, bon, elle est magnifique, cette diaspora algérienne. Il se trouve que dans cette diaspora algérienne, il y a des brebis galeuses. Il y a des gens qui n'ont absolument rien à faire en France. Par exemple, des voyous qui font du mal à l'image de l'Algérie, à l'image des Algériens. Moi, ceux que je fréquente, c'est plutôt des intellectuels, des médecins, des gens qui font honneur à l'Algérie. Des gens comme ça, pour moi, ils n'ont rien à foutre dans un pays comme la France, ils n'ont rien à foutre à l'étranger. Donc, quand on leur renvoie, quand un pays étranger, quel qu'il soit, demain, Trump va renvoyer une centaine d'Algériens qui sont en situation irrégulière. 300 et quelques, ouais. Ou 300 qui sont en situation irrégulière. Je ne dis pas qu'ils sont des voyous, ils sont dans une situation irrégulière. Ils n'ont pas réussi à... Donc, vous pensez que les Algériens vont dire non? Non, Tebboune a confirmé qu'il va les recevoir. Voilà, donc il a même considéré que c'était une opération légale. Bon, donc on a un certain nombre de voyous, de petites frappes, qui sont en France, qui insultent, qui menacent des gens comme vous, qui menacent des gens comme moi, qui insultent la France, qui insultent les Français, qui... Pourquoi ils ne les reprennent pas? Pourquoi ils ne les reprennent pas? Je rappelle, Mohamed, que dans l'affaire, par exemple, d'Oualem, la justice française a quand même désavoué le ministère français de l'Intérieur. Non, mais d'accord. Il y a eu des couacs aussi du côté français. Ça veut dire que c'est un état de droit. Justement, ça veut dire que c'est un état de droit, oui. Ça veut dire que c'est une démocratie. Est-ce que l'Algérie n'a pas eu... Enfin, est-ce que les autorités algériennes n'ont pas eu raison dans l'affaire de l'influenceur? Parce qu'ils ont dit que nous, on ne peut pas le recevoir parce que certaines étapes n'ont pas été respectées. Le tribunal administratif de Paris et de Melun, plus tard, ils ont confirmé cela. Est-ce qu'il n'y a pas eu des erreurs aussi du côté français dans cette affaire? C'est incroyable qu'un pays qui emprisonne de façon arbitraire, à tout va, des journalistes, des intellectuels, le dernier d'entre eux, Boualem Salsal, qui, pour un délit d'opinion, qui a mis en prison des opérateurs économiques, etc., se montre si pointilleux sur le respect du droit français, administratif, de surcroît, du droit administratif. Il faut être sérieux. Cette histoire, en fait, ils ont voulu politiser et instrumentaliser cette histoire pour essayer d'humilier le ministre de l'Intérieur de la République française. Voilà, c'est tout. Je veux dire, on ne va pas se mentir, on connaît cette mentalité algérienne, on connaît cette façon de faire. Ce n'est pas à vous ou à moi qu'on va la faire. On peut raconter une histoire à l'envers à d'autres, à des Européens, mais on ne va pas nous raconter une histoire à l'envers à nous. On se connaît entre nous. On sait très bien que dans d'autres situations, même si le type avait, je dirais, vocation à rester en France, il l'aurait accueilli si le contexte était autre. Or là, en l'occurrence, ils reçoivent un voyou, c'est quelqu'un qui a été condamné en tout et pour tout à 11 ans. Normalement, déjà, sur cette histoire des voyous qui vivent à l'étranger, il y a une certaine époque, je suis très critique par rapport à plusieurs systèmes, mais il y avait une certaine époque où quand les gens agissaient mal, on ne les laissait plus à l'étranger. Quand ils agissaient mal à l'étranger, on ne les laissait plus
Ils rentraient, on ne les laissait plus sortir, on ne leur donnait plus de passeport. Parce que quand vous étiez détenteur d'un passeport algérien, vous aviez une obligation à bien représenter. L'Algérie. Que vous le vouliez ou pas, quand vous êtes détenteur d'un passeport d'un pays, vous êtes l'ambassadeur de ce pays. Il se trouve, encore une fois, que l'Algérie a, normalement, ne serait-ce par dignité, a le devoir de récupérer certains de ses voyous. Je veux dire, à un moment donné, on ne peut pas. Donc, selon vous, l'argument des autorités algériennes qui disent que nous, on veut les récupérer, mais dans un cadre légal, et pas comme les expulser comme des colis d'Amazon, l'image a été, voilà, parce que l'affaire Doualem, voilà, on a l'impression qu'elle a été expulsée comme un colis d'Amazon, et que la justice française, quelque part, en désavouant les procédures de Bruno Retailleau, elle a quand même, le régime algérien, il a bombé le torse. On a bien vu. Il a dit, voilà, c'est nous qui avions raison. Et sur le plan, c'est très difficile de lui dire que vous n'avez pas eu raison. Ils ont fait ce qu'ils ont eu à faire. Bon, ils ont fait ce qu'ils ont eu à faire. Ils ont fait. La chose est faite. Maintenant, on va voir à l'avenir. C'est-à-dire qu'il va y avoir des OQTF, des gens qui ont été déjà condamnés ou qui doivent quitter le territoire national français pour une raison ou pour d'autres. On va voir d'abord s'ils vont donner des laissez-passer, parce que l'Algérie fait partie des pays qui donnent le moins de laissez-passer. Absolument. Et ce n'est pas le seul pays, le Maroc aussi, d'autres pays ne jouent pas le jeu. Encore une fois, je pense que l'Algérie a intérêt... Moi, je suis très content qu'il y ait cette crise. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que ça va permettre, je l'espère, de refonder les relations sur des bases solides. D'État à État. Vous parliez tout à l'heure des accords de 68. Bon, et alors, de dire l'une des choses qu'on dénie finalement aux Français, c'est d'avoir une diplomatie souveraine. Un accord qui a été révisé 3 fois quand même. Non, mais d'accord. L'Algérie l'a déjà révisé à 3 reprises avec la France. Il y a des règles. De toute façon, c'est un accord. Donc, il faut que les deux parties soient d'accord pour le réviser. Mais il faut qu'ils soient, au nom de quoi on va considérer que le fait de poser sur la table une discussion, disons, la France a envie de renégocier les accords de 1968, au nom de quoi ce serait un crime de lèse-majesté? Au nom de quoi? Sauf que beaucoup de dirigeants français n'utilisent pas le mot négocier, ils utilisent le mot de dénoncer. D'accord. L'annuler, le supprimer. Chacun... c'est la terminologie la plus utilisée. Oui, chacun est responsable de ses mots et moi, je considère qu'un accord, puisqu'il est signé par deux parties, il faut qu'il soit rediscuté par les deux parties. Ou alors, s'il est dénoncé de façon unilatérale par l'une des parties, la partie qui dénonce s'expose à des poursuites au niveau des juridictions internationales. Bon, mais ce n'est pas le sujet. Le sujet, encore une fois, est un sujet de fond. Pourquoi cette sensibilité chez les Algériens, qu'à chaque fois qu'on leur dit que la France a envie juste d'avoir des relations d'État à État, parce que ces accords de 68, par exemple, il y a une partie dans ces accords qui sont issus de ces accords qui privilégient les Algériens, mais il y a une autre partie dans ces accords qui pénalise les Algériens. Oui, absolument. Donc, tout n'est pas favorable aux Algériens, comme on le croit. Tout n'est pas favorable aux Algériens. Donc pourquoi ne pas en faire un débat et dire, bon, quand même, plus de 55 ans après 68, on a peut-être le droit, d'une part ou d'autre, de rediscuter des accords qui ont été signés dans un contexte particulier. Le contexte a évolué. Aujourd'hui, par exemple, la France n'a plus besoin de la main-d'œuvre dont elle avait besoin à la fin des années 60, et elle a envie, comme tout pays souverain, comme tout État souverain, de réguler son immigration. Pourquoi elle le ferait? Pourquoi n'aurait-elle pas le droit de le faire? Pourquoi personne ne s'offusque quand les États-Unis disent, même pas sous Donald Trump, sous n'importe quel président, moi, voilà ma politique d'immigration. Pourquoi personne ne s'offusque quand le Canada dit, moi, je reçois tant et par quota et par métier, etc. Et pourquoi la France, il faudrait que ça soit la porte ouverte à tout? Je veux dire, encore une fois, je suis quelqu'un qui me suis déplacé. C'est-à-dire j'ai fait le choix de quitter l'Algérie et de venir en France. Donc c'est légitime comme démarche. Mais je n'ai jamais forcé les autorités françaises à m'accueillir et je n'ai jamais considéré que c'était un droit de quitter l'Algérie et de venir en France. Quand je suis venu en France, je ne savais pas si j'allais accéder à ce droit. Est-ce qu'il n'y a pas une stigmatisation aujourd'hui des Algériens en France?
Franchement, est-ce qu'il y a pas, on n'en fait pas trop sur l'accord 1968, sur les migrants algériens, etc. Alors qu'on n'en parle pas assez, peut-être, des réussites algériennes, des grands médecins algériens, des grands cerveaux algériens, des ingénieurs algériens. Est-ce que peut-être l'Algérie, autorité aux populations, opinion publique, ne serait pas dans son droit aussi de dénoncer une certaine stigmatisation outrancière? Je pense que le problème, mais ça c'est une mentalité algérienne, les Algériens aiment bien être aimés. Et ils sont très vite perturbés quand ils ont l'impression de ne pas être aimés. Je pense d'abord qu'il faut être soi-même et surtout il faut s'aimer. Il faut s'interroger si les Algériens s'aiment déjà eux-mêmes et si les Algériens s'aiment entre eux. Moi je vais vous dire, on peut raconter ce qu'on veut. Moi, la France ne m'a jamais fait de mal. Et je ne l'ai jamais vu faire du mal à des Algériens. Il y a des Français qui détestent les Algériens, il y a des Français qui détestent tout le monde. Il y a des Français qui détestent les Juifs, qui détestent les femmes, qui détestent les homosexuels. Mais on a beaucoup moins qu'en Algérie. Parce que l'Algérie est devenue un pays xénophobe, il est devenu un pays antisémite, il est devenu un pays raciste, il est devenu un pays populiste, il est devenu un pays démagogique, il est devenu un pays islamiste. On a donné une part très importante à l'islamisme. C'est pas un jugement trop dur? C'est pas un jugement trop dur? Ah ben, il suffit de voir. C'est le seul pays au monde, me semble-t-il, où les gens, quand ils sont à l'étranger, ils magnifient ce pays, mais quand on leur demande d'aller y vivre, ils n'y vivent pas. C'est le seul pays au monde où les gens, quand vous formulez la moindre critique sur le régime, pas sur les montagnes de Djidjel ou les montagnes de Kabylie ou les plaines de l'intérieur du pays ou sur le Sahara ou le désert ou la qualité des eaux, ou la qualité de la mer ou la qualité du sable. Non, quand vous critiquez le régime, des gens qui subissent ce régime vous insultent. Bon, et quand des gens qui subissent ce régime vous insultent, si demain vous leur proposez de partir, ils sont les premiers à partir. Si vous leur proposez une carte de séjour à l'étranger, dans n'importe quel pays, peut-être même dans des pays sous-développés, ils partiraient. Ou alors, si vous leur proposez une naturalisation, par exemple française, britannique, américaine, ils sont les premiers à sauter dessus. Donc, il faut juste arrêter avec cette hypocrisie, de grâce. Moi, j'ai commencé à travailler, par exemple, sur le nombre d'enfants, de petits-enfants, de cousins, de petits-cousins, de tous les caciques algériens qui vivent en France. À un moment donné, c'est des gens qui disent au peuple tout le mal qu'ils pensent de la France, mais ils envoient leur progéniture en France. Enfin, justement, Mohamed, alors la semaine dernière, vous avez été, le premier, il faut le dire, on a parlé de cette information, mais vous avez été la première source qui avait révélé que l'ancien chef de Kabylie d'Abdelmadjid Tebboune a été refoulé par les autorités françaises à l'aéroport d'Orly. Moi, au départ, je n'ai pas cru, on a échangé ensemble, après j'ai confirmé l'information et on l'avait sorti sur Algérie Part. Mais personne n'en a parlé en France, mais à part vous. Et justement, si les autorités françaises veulent avoir un bras de fer avec les dirigeants algériens, pourquoi ne pas sanctionner les dirigeants algériens tout court? Pourquoi parler ils entretiennent une obsession autour de l'accord de 1968, autour de l'expulsion des migrants, autour de laisser-passer, mais le patrimoine des dirigeants algériens, leur descendance ici en France, leur titre de séjour ici en France, on n'en parle quasiment pas. Alors, pourquoi? Vous avez entièrement raison. Et je vais vous dire, c'est le type d'échange que j'ai eu avec plusieurs responsables français. Moi, ma position est la suivante. Je dis, attention, il ne faut pas pénaliser les Algériens, il faut pénaliser le régime algérien. Et le régime algérien est composé de figures qui incarnent ce régime, même si ce n'est pas un régime, système qui est diffus, etc. Il y a un certain nombre d'oligarques, il y a un certain nombre de hauts galonnés dans l'armée, il y a des gens dans les services de renseignement, il y a des gens qui sont dans le système, comme on dit communément, c'est-à-dire qui occupent des fonctions ou qui sont en réserve, pour reprendre l'expression consacrée. Ceux-là, on sait que ce sont des gens qui construisent un discours populiste, qui alimentent la haine contre la France, il faut les viser. Parce qu'il faut le dire aux Algériens, et je sais que la plupart ne sont pas complètement idiots, quand même s'il y a une politique d'abrutissement. Je parle de ceux qui nous insultent matin, midi et soir. Il faut réfléchir un petit peu. D'un côté, vous ne pouvez pas vous laisser instrumentaliser à ce point. Il faut avoir
son propre jugement. Vous êtes en train de vous faire instrumentaliser par des gens qui vous font haïr la France, qui vous font détester la France, qui vous placent les Français comme des ennemis éternels, alors que eux n'hésitent pas un instant à jouir au sens large de tout ce que peut leur offrir la France. Je vais vous raconter une anecdote. Il y a quelques années, discuter avec un ministre qui est une vraie bonne connaissance, qui est devenu un ami, disons. Mais au moment où il me raconte cette anecdote, on n'est pas encore très liés. On le deviendra plus tard. Il sera algérien ou français, juste pour... Un Français. Un Français. Et il me dit, vous savez, il y a une chose que je ne comprends pas chez vos dirigeants. Je dis laquelle? Il me dit, on fait des réunions officielles, d'État à État, avec des délégations, etc. À la fin de la réunion, il me prend à part et il me dit, excuse-moi, j'ai un problème. Il a pris l'accent comme ça. D'accord? J'ai un problème, est-ce que tu peux me régler? Et je lui dis, alors, c'était quoi ce problème? Il me dit, à chaque fois, le problème, c'est le visa. C'est visa, carte de séjour pour sa tante, naturalisation pour son oncle, inscription à l'université pour sa fille, et à plusieurs reprises, pas un seul. Et je le dis, c'est pour la dignité. Soi-disant, les Algériens ont ça. Jamais, ils ont un nif. Non, c'est pas vrai. Mais pourquoi les Français se C'est laissent pas vrai. Mohamed, Mais parce que, encore une fois, les autorités françaises se laissent faire voilà, on excuse Doualem rapidement, mais on laisse faire les dirigeants algériens acheter des appartements. Je l'ai dit à plusieurs reprises. La plupart des dirigeants politiques français, lorsqu'il s'agit d'un certain nombre de pays, dont l'Algérie, sont des lâches. Et je le dis, ce sont des lâches. Et qu'est-ce qui explique cette lâcheté? D'autres ont été carrément corrompus, d'une manière ou d'une autre. Est-ce que c'est sérieux ce que vous dites? Je suis très sérieux. Les autorités, l'Algérie, l'État algérien, le régime algérien auraient corrompu des dirigeants français? L'État algérien, oui, a corrompu un certain nombre, mais c'est historique. Exemple? Je ne peux pas, encore une fois, je ne peux pas donner des noms, mais non, mais parce que vous le savez très bien, après, on peut s'exposer à des poursuites judiciaires. Ce qu'on sait, on ne peut pas toujours le prouver. Parfois, on sait des choses. Parfois, vous êtes journaliste, ça fait longtemps. Vous savez très bien que parfois, vous avez des vraies informations que vous ne pourrez pas les prouver si jamais il y a une poursuite devant les tribunaux. Mais je peux vous dire une chose, sans vous citer les noms, et j'engage ma crédibilité et mon honneur, que le régime algérien, depuis plusieurs années, a payé littéralement de hauts responsables français. Vous savez comment vous pouvez le savoir? Mettez les chaînes d'information continues françaises, quand il y a un sujet sur l'Algérie. Ceux qui défendent le régime algérien, je dis bien le régime algérien, je ne parle pas de l'Algérie, le régime algérien avec zèle, posez-vous la question, pourquoi ils le font? Posez-vous juste la question, pourquoi ils le font. Voilà. Ils ne sont pas très nombreux en ce moment, on va dire. Hein. Eh bien, il y en a eu... Eh bien, justement, je vous facilite la tâche. Je ne cite aucun nom. Regardez les émissions qui sont passées sur les différentes chaînes d'information continues. Les gens qui défendent l'Algérie avec zèle, c'est des gens qui ont un intérêt avec l'Algérie. C'est des gens qui ont un intérêt avec le régime algérien. En ce moment, par exemple, c'est Dominique de Villepin... Est-ce que Dominique Villepin serait corrompu, Mohamed? Voilà. J'ai pas dit ça. Je pose la question. Tu m'as dit je regarde les émissions. Non, je n'ai pas dit ça. Ce que je sais que Dominique de Villepin a quelques intérêts avec le Qatar. Je ne sais pas ce qu'il a comme intérêt avec l'Algérie. Je sais que parmi les pays étrangers, il a des intérêts. Il a un cabinet d'avocats, il a des intérêts avec le Qatar. Mais je ne sais pas quels sont. Ce dont je suis certain, par exemple, c'est que je vais vous donner une information. Il y a une diplomatie parallèle qui s'est mise en place. C'est-à-dire qu'à un moment donné, comme tous les canaux étaient fermés, les Français, l'Élysée, a voulu qu'il y ait quand même des intermédiaires qui rentrent en scène pour essayer de colmater un petit peu les brèches. Et bien, les Algériens ont cité un certain nombre de noms
dans celui-ci, Absolument, en disant oui, oui. vous pouvez nous envoyer Dominique de Villepin, Ouais. on va... Nous, on l'a évidemment. révélé sur Algérie Part. Il est présenté comme le médiateur privilégié très bien, et choisi par le régime algérien. Je peux vous assurer que c'est vrai. Il a rencontré Tebboune à Alger, il a été à 2 reprises. C'est un secret de Polichinelle. Donc, c'est un secret de Polichinelle que je vous confirme. Voilà. Et, après, est-ce qu'il est corrompu pour autant? C'est autre chose. Hein. Encore une fois, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Alors, je dis simplement des responsables français ont été corrompus ou ont des intérêts avec l'Algérie. Alors, voilà. Il y a une affaire, mais on ne peut pas parler de la crise algéro-française sans évoquer le cas de Boualem Sansal. Voilà. Ah, merci, c'est important. C'est quand même l'un des axes majeurs de cette crise. Même s'il n'est pas à l'origine de la crise, il est quand même devenu l'un des principaux épisodes de ce feuilleton qui apparemment risque de durer. On en parlera à la fin de l'émission. Pourquoi? Est-ce que vous l'avez connu, Boualem Sansal? Est-ce que vous pouvez nous parler de Boualem Sansal? Il y a une question très simple, Mohamed. J'espère, je sais que vous allez me répondre franchement. Est-ce que Boualem Sansal est un fou? Parce que j'ai la vérité, comment quelqu'un qui, quelques semaines avant, fait une telle critique contre l'Algérie, telle critique contre les autorités algériennes, et qui dit, il déconstruit le mythe de l'histoire nationale, en plus, il défend le Maroc et les autorités marocaines, et juste après, il va en Algérie pour aller chez lui à Boumerdes. Est-ce qu'il est un fou, ou comme le laisse entendre Abdelmajid Tebboune dans l'interview de l'opinion, il serait un agent double en mission, parce qu'il a dîné avant avec Xavier Driancourt et qu'il aurait eu le projet de revoir Bruno Retailleau. Franchement, qu'est-ce qui a poussé Boualem Sansal à aller en Algérie? Et comment il est Boualem Sansal, honnêtement, sur le plan humain? Est-ce que c'est quelqu'un de raisonnable? Vous savez, je vais le dire à Abdelmajid Tebboune, parce que pour moi, ce n'est pas un président, il n'a pas été élu, il a été... Et à Tebboune, il faut... La paranoïa, ça se soigne. Je vous le dis, franchement. Franchement, la paranoïa, ça se soigne. Quand on est paranoïaque à ce point, c'est que ça devient pathologique. Chauffe. D'abord, je connais très bien Boualem Sansal. Je pense avoir été le premier journaliste à l'avoir interviewé quand il a sorti son premier livre, Le Serment des barbares. C'est là qu'on s'est connus. Donc on se connaît. Qui est l'un de ses plus beaux livres d'ailleurs. On se connaît depuis 26 ans. Et je vais être très transparent. Même si j'aime pas parler quand les gens ne sont pas là pour se défendre ou pour répondre, et surtout dans sa situation de là où il est. Je ne suis pas toujours d'accord avec lui, il le sait. On a 2 grands points de désaccord. Et j'ai eu déjà à l'exprimer avec lui, en sa présence, parenthèse fermée. Je l'ai vu 15 jours avant son interpellation arbitraire à Alger, parce qu'on était dans le même salon du livre, à Valence, dans le sud de la France. Valence en France, pas en Espagne. Ouais. Valence, on était dans le même salon du livre, je crois, c'était le 2 novembre. Il a été interpellé le 16 novembre. Je lui ai posé, on a déjeuné ensemble, je lui ai posé la question sur cette folie qui l'amène à faire confiance, entre guillemets, à ce pouvoir qui peut l'arrêter à n'importe quel moment. Et là, j'ouvre une parenthèse. Dites-moi si c'est vrai ou pas, ce que je dis. Vous qui avez pas mal d'informations, qui échangez avec beaucoup de personnes, etc. Est-ce qu'il est vrai ou pas que même des responsables du système, quand ils sortent de l'aéroport ou quand ils rentrent de l'étranger, quand ils sortent de l'Algérie ou quand ils rentrent en Algérie, ils ont une boule au ventre? Est-ce que c'est vrai ou pas? Absolument. Qu'ils soient opposants ou pas. Oui, je la confirme. Bon, est-ce que c'est normal que lorsqu'on rentre dans son propre pays, on a peur? Ça s'explique par des événements sinistres liés à une crise politique qui a éclaté depuis 2019. D'accord. Alors, c'est un responsable de la peur. Comment un écrivain aussi rebelle comme Boualem Sansal n'aurait pas eu peur? Boualem, c'est quelqu'un qui est... Quand j'entends, moi, les commentaires qui sont faits, Yanes, ils sont en train de vous mentir. Ils sont en train de vous mentir. Boualem Sansal n'est ni un espion, le pauvre, ni un espion, c'est quelqu'un qui a une naïveté politique et j'espère que demain il sortira et il ne sera pas d'accord avec moi, mais je lui redirai et il verra cette vidéo et il verra ce que je dis de lui en son absence. C'est quelqu'un de foncièrement gentil, c'est quelqu'un qui a une naïveté extraordinaire, c'est un artiste, c'est un écrivain, c'est un romancier
qui se mêle de politique. J'ai eu énormément de discussions à ce titre. Moi, je prends mon exemple. Un jour, j'ai compris qu'en Algérie, je risquais ou la mort ou la prison et que de toute façon, je risquais de ne jamais être libre ou de vivre avec la peur. Je me dis, je vis une fois, je n'ai pas à vivre avec la peur alors que j'ai été élevé dans une certaine droiture, etc. Donc, je n'ai pas à vivre avec la peur. J'ai décidé de partir dans un pays qui m'accorde cette liberté d'expression et qui respecte mon opinion. D'accord ? Je vous donne un exemple. J'ai été placé sous protection policière en 2003 en France. À l'époque, c'était Nicolas Sarkozy qui était ministre de l'Intérieur. J'avais des menaces avérées de terroristes islamistes. Nicolas Sarkozy, j'étais à Marianne. On le critiquait matin, midi et soir. D'accord ? Il s'est engagé et il a dit, tant que je serai aux affaires, il ne vous arrivera rien du tout. D'accord ? J'ai été protégé quand il y a eu des ministres de l'Intérieur que j'ai critiqués ou quand il y avait des ministres de l'Intérieur avec lesquels j'avais de bonnes relations. Avec des chefs d'État que j'avais critiqués ou avec des chefs d'État français avec lesquels j'avais de bonnes relations ou pas du tout. Il m'est arrivé de critiquer Emmanuel Macron sur plusieurs sujets. Je ne me suis jamais senti en danger en France. Les seuls qui me mettent en danger, c'est soit certains Algériens, soit les islamistes. Et Boualem Sansal n'avait pas cette perception des événements ? Il n'avait pas cette perception. Parce que d'abord lui, pensait que, étant donné que son expression elle était à l'étranger, et qui ne répondait pas aux journalistes algériens, qui ne le sollicitaient d'ailleurs même plus, il n'avait pas un risque qui pesait sur lui. Et je vous assure, on a eu cette discussion le 2 novembre. C'est quelqu'un qui, d'une certaine façon, et je vais vous dire, c'est pour ça qu'ils pour moi, c'est des voyous, ils sont indignes de confiance. Un homme de 75 ans qui fait confiance à son pays. Il dit, qu'est-ce qu'il dit ? J'exprime une opinion avec laquelle la majorité est en désaccord, mais c'est mon pays, je rentre, et c'est mon pays, je rentre. Voilà. Même si j'ai aujourd'hui une deuxième nationalité. Est-ce que vous lui reconnaissez une certaine radicalité qui pourrait choquer et offusquer ? En démocratie et dans la vie d'aujourd'hui, il y a Internet, il y a les réseaux sociaux. Oui, on peut être choqué. Moi, tous les jours, je suis choqué parce que je lis. Moi, quand je mets la télévision algérienne, je suis choqué. Je ne vais pas pour autant devenir fou, me rouler par terre et prendre des Algériens et commencer à les... Il faut arrêter avec ça, choqué. Dans la vie, on est choqué parce qu'il y a une diversité de tout. Il y a des gens qui sont choqués par une manière de s'habiller des autres. Il y a des gens qui sont... C'est pas parce que on devient une logique islamiste. C'est pourquoi je me suis engagé. On doit être choqué. Boualem Sansal ne s'attendait pas à ce qu'il soit arrêté, honnêtement. Est-ce que vous pensez que Boualem Sansal ne s'attendait pas ? Il ne s'attendait pas. S'il pensait qu'il allait être arrêté, il ne serait jamais rentré. La semaine dernière, on avait Étienne Gérard de l'Express qui nous avait confié qu'il avait parlé avec beaucoup de sources au sein du Quai d'Orsay, qu'au sein du Quai d'Orsay, le ministère des Affaires étrangères français, eux aussi n'avaient pas anticipé la crise de Boualem Sansal. Ils ne s'attendaient pas à ce que quelqu'un comme Boualem Sansal soit arrêté, pris en otage, entre guillemets. Un jour, peut-être, j'espère, et très vite, il sortira et vous confirmera, j'étais avec lui le 2 novembre, je lui ai dit, ne rentre plus dans ce pays. Il vous a dit quoi ? Et il m'a dit, mais non, même je risque rien, on me prend pour un fou là-bas, de toute façon, mes opinions, ça n'intéresse personne, etc. Et j'ai trouvé complètement déconnecté d'une certaine façon. C'est pour ça que le procès qu'on est en train de lui faire est un procès qui est hors sol et indigne du monde dans lequel on vit. Parce que, en définitive, moi je trouve que sa sortie médiatique, moi je ne l'aurais pas faite. D'abord, il a répondu à un type d'extrême droite. Moi, l'extrême droite, je la combats. Lui, il ne fait pas de différence entre la gauche, la droite, etc. Et il a même beaucoup d'amis. Il est même très apprécié. D'accord. Mais encore une fois... pour rétablir les faits, je veux dire, encore une fois, est-ce que ça justifie une arrestation ? Pas du tout, loin de là. Rien ne peut justifier cette arrestation. Il fréquente qui il veut. Moi, les gens qui l'interviewent ne m'interviewent pas. Point. Il a donné une appréciation qui n'est pas la mienne. Parce que, pour plusieurs raisons, la période dont il parle, les États-nations n'étaient pas créés, l'Algérie, mais après, le système colonial, on va m'emmener en prison parce que je vais dire, le système colonial a décidé que l'Algérie, qui était une terre de colonisation de peuplement, pour la France, était la part la plus importante en Afrique du Nord que la France s'est construite.
quelqu'un va dire que c'est faux. Bon, admettons que ça soit faux. Vous dites, par exemple, en France, les Pyrénées appartiennent à l'Espagne ou l'Alsace-Lorraine appartient à l'Allemagne. On ne va pas en prison pour autant. Ça mérite une bonne polémique. Il y a des historiens qui vont monter au créneau, qui vont vous remettre les choses au clair, et c'est tout. Je veux dire, on ne rentre pas en prison pour ça. Enfin, c'est totalement dépassé. C'est quoi? C'est un otage? Mais pourquoi il y a eu autant d'acharnement de la part des autorités algériennes, selon vous? Parce qu'encore une fois, c'est un pouvoir fragile. Tebboune sait qu'il n'est pas légitime, même s'il est devenu le patron omnipotent et qu'il a réussi à réaliser quelque chose, alors qu'il a réalisé à conforter un pouvoir, alors qu'il est devenu président par accident et par un concours de circonstances et un très bon alignement des planètes en sa faveur. Il n'en demeure pas moins que c'est quelqu'un qui est fragile, c'est un régime fragile. Il le sait, c'est un régime fragile. Ils le savent, parce que les régimes illégitimes sont par définition des régimes fragiles. Les régimes dictatoriaux sont par définition des régimes fragiles. Tout peut les perturber. Alors, moi, il y a quelques années, j'ai écrit un livre qui s'appelle « L'histoire secrète de l'Algérie indépendante ». Absolument, oui. Je puis vous assurer qu'ils sont venus pour essayer de m'acheter. Ils sont venus pour me proposer un passeport pour que je puisse rentrer en Algérie. Ils m'ont proposé de l'argent pour que je ne sorte pas un livre. Je leur dis, mais... Je crois que même la personne qui vous approchait, elle est morte maintenant. Je crois l'avoir connue. C'est pas le sujet. Et j'ai dit, mais attendez, comme j'ai parlé comme ça, réveillez-vous. Il s'agit en définitive que d'un livre écrit par un écrivain. Ça ne mérite même pas. Je ne suis pas capable, je ne suis pas un chef de parti, je ne suis pas Saïd Saadi. Je veux dire, à la limite, Saïd Saadi, tu lui dis, tu changes d'opinion. Ouais. Il était à la tête d'un parti politique respectable qui est malheureusement qui s'est perdu, un parti politique qui s'est perdu. Ouais, il a le mérite d'exister quand même, le RCD a le mérite d'exister encore. Qui a pactisé avec les islamistes. Non, mais un parti politique qui a pactisé avec les islamistes, qui a renié toute son histoire. C'est un autre débat. C'est pas le débat. Mais le plus important, c'est que on arrive à avoir peur d'un écrivain ou d'un journaliste. Moi, je connais ma place. Moi, je ne suis qu'un journaliste. Et je ne suis qu'un écrivain. Je veux dire, c'est peut-être important. C'est-à-dire que j'ai une voix. On a compris, Mohamed. Mais ça ne mérite pas tout ça. Ça ne mérite pas l'emprisonnement. Ça ne mérite pas qu'on vous prive de votre pays pendant 26 ans. Ça ne mérite pas qu'on vous prive d'aller enterrer vos proches. Ça ne mérite pas qu'on vous malmène. Ça ne mérite pas qu'on lance contre vous une propagande pour vous salir, pour vous traîner dans la boue. Mais rien ne peut justifier cela. Voilà, ça ne mérite pas une condamnation à mort. C'est là où je vous dis, c'est un régime qui est fragile. La discussion est hyper passionnante. J'espère que ce n'est pas la dernière fois qu'on va se voir. Franchement, j'espère qu'on va essayer de faire un cycle d'émissions ensemble parce que voilà, vous n'avez pas votre langue dans votre poche et vous révélez des informations extrêmement importantes. Il y a du vécu aussi. Et c'est important pour nous que nos téléspectatrices et téléspectateurs puissent avoir du vécu parce que ça les aide à comprendre l'actualité. En définitive, pour terminer, ça fait plus de 6 mois qu'il n'y a plus d'ambassadeur algérien à Paris. C'est inédit dans l'histoire des deux pays. Ça fait plus de 6 mois. Depuis le 30 juillet, nous sommes à la fin du mois de février. Là, Rachida Dati est partie au Sahara occidental. Elle a inauguré donc des annexes d'institutions officielles rattachées à l'État français. Donc la France confirme et approfondit son attachement ou son ralliement au Maroc. Est-ce que ça signifie, comme l'a dit Abdelmajid Tebboune, que la France et l'Algérie se sont définitivement perdus? Je crois que oui, pour longtemps. En tout cas, tant que les deux, à mon avis, tant que les deux sont encore aux affaires, il n'y aura pas de rétablissement des relations à un niveau où elles étaient avant. Mais après, encore une fois, l'Algérie fait ses choix. L'Algérie fait ses choix diplomatiques. L'Algérie scelle des relations avec qui elle veut. L'Algérie est Moi, si demain, quelqu'un va dénier à l'Algérie, et pourtant c'est un régime illégitime, d'avoir souverainement telle ou telle attitude avec tel ou tel pays, je trouverais ça anormal. L'Algérie a des relations normales avec des régimes détestables. L'Algérie, qui a souffert du terrorisme, soutient des organisations terroristes comme le Hamas, comme le Hezbollah. Donc, ce sont des choix stratégiques d'un État souverain. Et on va dénier à la France d'avoir des choix stratégiques d'un État souverain. Enfin, au nom de quoi? La France a décidé que son partenaire privilégié
En Afrique du Nord, c'était le Maroc. Et la France a raison, parce qu'elle considère de façon souveraine que le régime algérien n'est pas un régime sérieux. Et entre les deux, elle a choisi de façon souveraine de tisser des liens privilégiés avec le Maroc. Et bien que bien lui fasse, c'est comme ça. Et si les Algériens ne sont pas contents, c'est pareil. Je veux dire, à un moment donné, il faut aussi se regarder intérieurement, faire son introspection et comprendre pourquoi tout le monde est en train de tourner le dos à l'Algérie. Quasiment l'Espagne a tourné le dos à l'Algérie, la France a tourné le dos à l'Algérie, demain les États-Unis vont tourner le dos à l'Algérie, la Russie ne considère plus l'Algérie, les pays africains ne considèrent plus l'Algérie comme elle l'a considérée. Donc à un moment donné, il faut se poser la question. La Mauritanie ne respecte plus l'Algérie. Donc à un moment donné, on peut dire tout le monde a tort, et on est les seuls à avoir raison, mais peut-être qu'il serait préférable d'avoir une autre réflexion, de hisser un petit peu son niveau de réflexion et se dire peut-être que le pouvoir algérien a un peu failli. Et en tout état de cause, je pense que l'échec, c'est l'échec d'Abdelmadjid Tebboune dans ce qu'il a entrepris, notamment sur le plan diplomatique. Merci beaucoup, mon cher Mohamed Seyfaoui. Merci beaucoup, cher confrère. Merci beaucoup d'avoir partagé ce temps précieux avec nous pour débattre, pour expliquer, pour essayer d'expliquer en tout cas et de saisir les enjeux et les dessous de cette crise diplomatique et politique inédite et historique entre l'Algérie et la France. Voilà, c'était en toute franchise, sans tabou. Je pense que vous illustrez parfaitement l'esprit de cette émission. Merci beaucoup. Comme ça, quant à moi, je vous donne rendez-vous pour d'autres émissions, Inch'Allah, avec Mohamed Seyfaoui, entre autres. J'espère, ce n'est pas la dernière fois, encore une fois. On lui renouvellera notre invitation. Et je reviendrai. Merci beaucoup, en tout cas. Et j'espère d'autres invités qui auront autant de courage, de lucidité et de disponibilité pour débattre avec nous sur l'avenir et le présent de notre chère et précieuse Algérie. C'est comme ça, à la prochaine, prenez soin de vous.